Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est la première compétition sportive où le dopage a été recommandé et organisé commercialement, les Enhanced Games, les Jeux augmentés. Ils se sont déroulés le week-end dernier à Las Vegas aux États-Unis à l'initiative de milliardaires américains obsédés par le transhumanisme et l'immortalité. The Enhanced Games, a new era where sport meets spectacle. The world's best athletes, fully unleashed and powered by science. Track, swimming, and weightlifting. This isn't just athletes. It's a revolution. Le dopage au grand jour pour les athlètes est moins hypocrite que lorsqu'ils se pratiquent en douce sur le Tour de France ou au JO, éventuellement par exemple. Entre-t-on dans l'ère des sports augmentés? On en débattra ce soir avant de vous retrouver à la fin de l'émission, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Une bonne nouvelle pour le basque, enfin. le breton, le corse. Le ministre de l'Éducation nationale vient d'annoncer que pour le bac 2028, il y aurait des langues régionales dans certaines spécialités. Retour sur une grande enquête lancée par celui qui parlait corse, Napoléon. Bien sûr, votre chouchou. Et vous, Marie? Je vais vous présenter Chantal et Bernard, un couple de jeunes retraités qui soufflent sur les braises de la fracture générationnelle. C'est de la fiction, c'est sur les réseaux sociaux et ça fait évidemment beaucoup réagir. À tout à l'heure. Et pour commencer, trinquons au Cuba Libre, qu'appelle de ses voeux évidemment Leonardo Padura, le plus grand romancier cubain contemporain, auteur entre autres de L'homme qui aimait les chiens ou encore d'Adios Hemingway. Né à Cuba, témoin de la dictature de Fidel Castro, naturalisé espagnol, en 2011, Padura n'a jamais voulu s'exiler et il adresse dans son nouveau livre une déclaration d'amour obsessionnelle et contrariée, d'énamoration, comme on dit, à la Havane, sa douleur et son Havre. On le retrouve tout de suite. Leonardo Padura, bonsoir. Hombre. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Bonsoir. Sportouche. Bonsoir. On est très heureux, très fiers de vous accueillir lors de la parution de votre dernier, non pas roman, mais récit et remémoration de votre ville chérie, de ce qu'elle représente pour vous, la Havane, puisque vous êtes né dans un quartier de la Havane. Juste une question avant qu'on découvre votre portrait. Pourquoi aller à la Havane quand on habite à la Havane? Leonardo Padura, expliquez-nous ce léger paradoxe. Eso pasa en muchas ciudades del Alors, mundo. ça, c'est ce qui Y se es passe que dans cuando beaucoup de uno vive villes du en la monde, en periferia, fait. Quand pues, on cuando vit se traslada al centro à la périphérie et quand on parle turístico, du centre histórico de la commercial, ciudad, historique, esto pasa en on Barcelona, parle por de ejemplo. aller en ville, hein, Conozco on dit gente ça que viven en la periferia, à se Barcelone, llama les gens qui vivent en En mi périphérie casa, disent ça. cuando yo era niño, Et quand j'étais enfant, al centro on comercial, allait sobre todo, à la de Havane, la on allait ciudad, au y en centre mi casa de la siempre se ville, qui decía, était le centre "Hoy vamos a commercial, La Habana". et on disait toujours chez moi, Yo fui allez, muchas aujourd'hui veces a La on Habana. va à la Havane, donc je suis allée très souvent à la Havane. Certes, votre profil idéal réalisé par Gaël Legrand, on vous retrouve juste après. Leonardo Padura, vous habitez la Havane depuis plus de 70 ans et depuis plus de 70 ans, cette ville vous habite. Vous lui consacrez votre dernier livre, mais peut-on rester fidèle au lieu aimé lorsqu'il se détériore à ce point? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Vous naissez dans le quartier de Mantilla en octobre 1955, soit 3 ans avant la chute du régime de Fulgencio Batista et la victoire de Fidel Castro. Très tôt, je me suis approprié Mantilla et surtout je l'ai fait par la voie qui a été mon obsession, mon vice durant toute l'enfance et l'adolescence, le baseball. Pour vous, le Grand Stadium de la Havane constitue la cathédrale de la ville. Après la révolution castriste, vous constatez que la capitale change de visage. Le Montmartre, l'un des cabarets les plus célèbres, se transforme en un restaurant appelé le Moscou. Journaliste au début des années 80, vous entrez en littérature en 88 en publiant Fiebre de Caballos. Avec Passé parfait, vous inaugurez ensuite une série de romans qui mettent en scène le détective Mario Condé, un personnage qui vous ressemble et vous permet de décrire la réalité cubaine. C'est pourquoi j'avais besoin d'un policier assez singulier, qu'il soit cynique, ironique, sceptique. Pendant 40 ans, cette méthode vous permet de critiquer le système de l'intérieur, comme dans Les Brumes du passé où Mario Condé s'engouffre dans les bas-fonds de la Havane. Nous, les écrivains cubains, nous faisons un peu la chronique de cette époque si particulière que l'on vit à Cuba. Si singulière et qui exige qu'il y ait un témoignage.
Malgré le blocus exercé par les États-Unis, malgré la grave crise économique, vous vivez toujours sur place. Partager la vie des Cubains est fondamental. Partir tuerait l'écrivain. Dans Aller à la Havane, livre que vous qualifiez de chant d'amour à votre ville natale, vous déplorez les ruines, les rues à l'abandon, jonchées de détritus, la détérioration des conditions de vie. Et vous concluez: mon sentiment d'appartenance souffre de ce processus. Je me demande même si un jour je cesserai de sentir que la Havane est encore ma ville. Leonardo Padura, la Havane s'est enfoncée dans les ténèbres à partir des années 90 et vous avez publié il y a quelques jours un article dans lequel vous disiez être ou ne pas être et vous évoquiez les pensions des retraités, 3000 pesos cubains, $6 et vous disiez c'est le prix d'une boîte de 6 œufs. On en est là à Cuba et à la Havane, les ténèbres, le délabrement intégral et surtout une situation quasiment de crise humanitaire et de famine pour des gens qui ne peuvent plus se nourrir. La situation économique au Cuba, et particulièrement dans l'exemple que vous donnez, est extrêmement dramatique. Les salaires payés par l'État et les retraites ne sont pas suffisants pour vivre. Ma mère a 1500 pesos de retraite aujourd'hui et 30 œufs valent 3000 pesos. Ça veut dire que ma mère peut acheter 15 œufs pour l'ensemble du mois. Donc évidemment, elle dépend pour survivre des aides de la famille. Il y a une solution cubaine dont je parle beaucoup dans le roman qui est déjà sorti en Espagne, qui sortira l'année prochaine en France, qui s'appelle Mourir sur le sable. Les gens arrivent à survivre parce qu'ils ont la foi. Il ne s'agit pas de la foi en Dieu, mais de la foi dans la famille qui vit à l'étranger. Et donc, c'est comme ça que les gens arrivent à survivre. C'est une situation qui est très compliquée pour une grande partie de la population et on considère qu'aujourd'hui, entre 40 et 45% des Cubains vivent sous la pauvreté salariale. Ce sont des gens qui ne sont pas pauvres, mais leurs salaires ne leur suffisent pas à vivre. Et donc, il y a des gens qui sortent de la pauvreté salariale parce qu'ils ont de la famille ailleurs. Alors justement, quand Donald Trump dit « je vais aider les Cubains à se soulever, je vais intervenir pour mettre un terme à cette situation économique », qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, je dirais qu'il y a tous les scénarios possibles pour le futur proche de Cuba. L'un d'entre eux étant une intervention militaire américaine, qui serait le pire, bien sûr, parce que les conséquences de ça, c'est absolument imprévisible. On ne peut pas, en fait, qui seront les morts et ce qui se passera après. Alors, espérons que la solution ne passe pas par une intervention militaire, qu'il y ait donc un espace laissé à la politique. Moi, j'ai très peur, en fait, de deux discours tellement opposés que peut-être il n'y aura pas de dialogue possible. Le mot dialogue vient du grec, qui veut dire ces mots à travers des mots. Ça veut dire qu'il y ait une communication qui passe par les mots et je ne sais pas si aujourd'hui il y aura encore un espace pour le dialogue. Et je ne sais pas si on ne va pas arriver à une solution militaire qui sera bien évidemment traumatique. Leonardo Padura, on va évoquer avec vous et avec Anna Cuba. Alors, il y a le baseball, mais il y a la musique et le son, c'est ça, a été classé par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité. On va en parler avec vous. Oui, consécration pour le son cubano qui vient d'être reconnu patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO au mois de décembre. Le son cubano, c'est une musique historique donc de Cuba, née au 19e siècle dans les montagnes de l'est de l'île, on l'entend, et qui a d'abord été rendue populaire par le groupe El Trio Matamoros, un métissage musical entre de la guitare espagnole et des percussions africaines qui constitue la base du cha-cha-cha, du mambo
et de la salsa. Et comment ne pas évoquer ensuite évidemment le succès phénoménal de Buena Vista Social Club en 1996 qui a remis ce genre musical au goût du jour dans le monde entier. Et pour le musicologue José Cuenca, le son cubano, c'est non seulement la colonne vertébrale de la musique cubaine, mais plus encore, c'est l'identité même du peuple cubain. Alors est-ce que pour vous, Leonardo Padura, le son, ça reste la musique emblématique de Cuba, ou alors est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui elle est détrônée par le reggaeton que vous n'appréciez pas particulièrement? El reggaetón. Le reggaeton, hein, ce mélange de hip-hop et de reggae. Alors, Cuba, c'est un pays qui a donc produit un grand nombre des musiques en fait du XXe siècle. Hein. Il y a trois en fait types de musique. Il y a la musique brésilienne, nord-américaine et cubaine. Voilà. Et ce sont des systèmes musicaux ouverts. Il y a eu de la fusion entre la musique cubaine, la musique nord-américaine et avec la musique brésilienne. La salsa est un exemple beaucoup plus récent, mais avant, on a parlé de l'afro-cuban jazz ou le jazz cubain qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et le jazz qu'on entend aujourd'hui a incorporé les percussions cubaines, qui est quelque chose de naturel. Mais alors ça, c'est un processus en fait qui, après la guerre mondiale et les années 40, était là. Et donc, le son est dans l'histoire culturelle cubaine partout, mais je dirais que c'est la matrice en fait d'où partent différents mouvements. L'un très important qui est arrivé jusqu'en Europe est le mambo. Hein. Souvenons que la fin de la Dolce Vita de Fellini, on voit Patricia qui donc danse le mambo. Hein. Et on a le latin jazz et le mambo arrive jusque-là aussi. Donc, il y a eu en fait une véritable expansion. À ce moment-là, c'est pas à cause de... Le reggaeton, c'est une conclusion en fait. Hein. C'est ce qui est né de certaines réalités sociales. Hein. C'est un contenu qui est dans les textes en fait, et les paroles qui étaient des paroles de protestation, mais qui est parti vers le scatologique. Et il y a des choses qui vous déplairaient dans cette musique, c'est que le rôle de la femme dans cette musique est un rôle complètement utilitaire, et vraiment, ça donne une image tout à fait lamentable de la femme, le reggaeton. Hein? On va danser, Leonardo Padura, on va danser. On n'a pas le temps d'aller danser. J'invite les lecteurs à lire. Il y a un superbe portrait de Chano Pozzo, votre héros, l'immense percussionniste qui a travaillé avec Dizzy Gillespie notamment et qui est mort dans les conditions tragiques en 1948 à New York. Merci. J'allais vous appeler Dizzy. Merci Leonardo Padura. On va aller danser avec vous dans quelques temps. Mais d'ici là, je précise que vous serez dimanche prochain à Marseille dans le cadre du festival Les Beaux Jours, un festival littéraire. Allez à la Havane, merveilleux récit sur l'étrangéité de votre ville natale chez Métallier. Merci d'être venu et merci à votre interprète, très efficace je veux dire, Pascal Fougère. Gracias. Et on va passer, Leonardo. Muchas gracias. Oui, je vous en prie. On va passer à notre débat qui n'a rien à voir, un débat sur les jeux augmentés de Las Vegas Enhanced Games, première compétition entre athlètes dopés qui vient d'avoir lieu. Ce que ces jeux disent de notre rapport au corps, à la performance et au spectacle des athlètes ouvertement dopés et payés pour l'être. Est-ce une version contemporaine des jeux du cirque, un scandale éthique ou la fin de l'hypocrisie? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Ambiance surchauffée et un record à la clé. Pour sa performance, cet athlète grec a remporté dimanche 1 million $. Et même pas besoin de passer au contrôle antidopage. Car dans cette compétition, stéroïdes anabolisants, hormones de croissance ou testostérone sont autorisés.
Bienvenue à Las Vegas. La capitale du spectacle et de la démesure a accueilli les premiers Enhanced Games, comprenez les jeux améliorés, dopés. Motivés par une forte rémunération, 42 athlètes se sont affrontés sur des épreuves de natation, d'haltérophilie et d'athlétisme. Ils ne pourront plus participer à des compétitions officielles. Parmi eux, le Français Mouhamadou Fall défend la médicalisation de la performance. Je récupère peut-être 3 à 4 fois plus. Donc c'est incroyable. Et moi, le côté science, il me fascine. Mais depuis l'annonce du projet en 2023, le monde du sport et l'Agence mondiale antidopage en appellent à l'éthique et tirent à boulet rouge sur les Enhanced Games. C'est de la grosse merde. Je ne peux vraiment pas être emballé par ça. C'est une sorte de cirque romain. Les gladiateurs peuvent mourir à la fin et tout le monde s'en moque. Les promoteurs de ces jeux ripostent en assurant que toutes les précautions sont prises et que le dopage caché existe depuis longtemps dans les compétitions. Ils revendiquent la transparence et assument utiliser le sport à des fins commerciales. Ils vendent des produits dopants. Est-ce que c'est un business où nous utilisons des athlètes et le sport en général comme moyen de faire des affaires? Oh oui. Alors les jeux dopés encouragent-ils des pratiques dangereuses pour vendre des produits miracles ou explorent-ils les limites du corps pour assouvir une ambition transhumaniste? Sommes-nous prêts à tout pour vibrer le temps d'un record? Eh bien, on verra ce qu'en disent nos 3 invités. Ayodele Kwessan, bonsoir. Vous êtes athlète olympique, sprinteuse. Vous avez participé à 2 reprises aux Jeux olympiques, alors la total respect, ceux de Pékin en 2008 et ceux de Londres en 2012. Et vous êtes également membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'AFLD, ce qui tombe bien par rapport à notre débat. Et selon vous, les Enhanced Games mettent en lumière la précarité dans le sport. La plupart des sportifs qui y ont participé, ils étaient 49 je crois, étaient motivés par le chèque au bout de la compète. Il faudrait mieux payer les athlètes pour éviter ce genre de dérive. À côté de vous, Isabelle Keval, philosophe, ancienne joueuse de tennis de haut niveau. Vous êtes professeure des universités à l'INSEI, spécialiste de la philosophie du sport, et vous avez écrit « Le sport, le diable au corps » et vous considérez que ces jeux augmentés interviennent dans la suite logique de l'injonction à la performance. Pour améliorer les records, tous les moyens sont employés, tous les moyens sont permis dans les limites, et elles sont floues, de la légalité. Et à côté de vous, Pierre Rondeau, bonsoir, économiste, spécialiste du sport, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. Vous estimez que notre rapport au dopage est hypocrite et c'est tout le paradoxe du consommateur de sport. Nous voulons des figures surhumaines, admirables, à la télévision pour les voir, tout en rejetant évidemment le dopage. Et on démarre le débat avec le record du jour. Ce qu'on va appeler un record. Le nageur grec Christian Golomev a donc battu le record du monde du 50 mètres nage libre en 20 secondes 81 centièmes à ses jeux augmentés, 7 centièmes plus vite que le record officiel. L'athlète de 32 ans a empoché $1 million. Mais cette performance ne sera pas bien sûr homologuée par les instances officielles. Pierre Rondeau, est-ce que pour autant la curiosité vous a poussé à regarder ce spectacle? La curiosité m'a poussé à regarder. J'ai observé en tout cas les chiffres d'audience sur Internet, comme c'était diffusé sur YouTube. Ils ne sont pas exceptionnels. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, on a eu un pic à 700 000 viewers, en tout cas téléspectateurs sur Internet. Pour un événement qui se voulait international, 700 000, c'est pas beaucoup. C'est une première édition. C'est une première édition, mais j'avais eu le sentiment aussi de penser ou de croire que parce que première édition, effet de curiosité, même celles et ceux opposés à la pratique dopante et à l'usage du dopage, auraient regardé par un effet de curiosité. Et pour autant, on est à 700 000 téléspectateurs. Je trouve pas ça énorme comparativement aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, on est sur le milliard de téléspectateurs. Donc, même là, il y a eu un échec d'audience. Ayodele Kwessan, même question. Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous pouvez comprendre aussi que certains se soient laissés tenter par $1 million? Alors moi j'ai regardé effectivement et le nageur il a gagné $1 250 000. J'ai regardé la compétition, elle n'était pas extraordinaire et effectivement il y avait tout ce débat de la surperformance qui était annoncée en tout cas par les organisateurs. Mais globalement, moi comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on est sur des athlètes pour beaucoup qui sont en fin de carrière, qui bientôt appréhendent un peu la reconversion et qui du coup
beaucoup ont été vivement incités, en tout cas, à pouvoir participer à ces jeux pour gagner de l'argent. Et surtout, sur beaucoup d'interviews qui ont été réalisées, les athlètes ont parlé de leur famille, ils ont parlé de la précarité financière qu'ils ont rencontrée après les Jeux Olympiques de Paris. Et donc, vraiment, c'était et la structure et l'accompagnement. C'est vrai que ça, c'est un point qui a été moins mis en lumière, mais notamment un des nageurs qui s'appelle, je ne veux pas me tromper, Hunter Armstrong, qui disait qu'il a bénéficié d'une structure d'accompagnement autour de l'entraînement, autour de la préparation physique, autour de l'alimentation et même de la santé de manière générale, qu'il n'avait jamais connu par le passé. Donc ça montre aussi que certains athlètes étaient venus chercher un peu une structure que l'on pourrait trouver et que l'on trouve aussi en dehors. Et justement, Isabelle Coël, est-ce que c'est pas les carences aussi qui manquent au sport que vous avez connu, vous, Ayodele Ikwessan? Est-ce qu'il y a l'appât du gain, bien sûr, parce que les gains sont pas très élevés, dit-on, dans le sport classique. Est-ce que tout ça ne participe pas à encourager ce genre de participation à des jeux dopés? Alors, sans doute, ça participe de la motivation, de l'adhésion de ces athlètes à ces jeux-là. Mais comme le rappelait ma voisine, voilà, pour l'essentiel, pour l'instant, ce sont des athlètes qui sont en fin de carrière, à la retraite ou déjà suspendus pour des problèmes de dopage. C'est le cas du seul athlète français qui y a participé. Exactement. Donc en fait, on est là plutôt dans une recherche de notoriété, de retour de la notoriété et puis aussi de gains, enfin d'appât financier. C'est pas négligeable, surtout dans ces sports-là. C'est-à-dire que l'athlétisme, la natation, l'haltérophilie ne sont pas des sports réputés pour avoir des dotations pour les vainqueurs. Contrairement au tennis, par exemple. Contrairement au tennis ou à d'autres sports, à hauteur de ce qui est proposé là. Donc c'est clairement quelque chose qui relève effectivement de l'appât du gain, d'un désir de visibilité sans doute aussi dans l'espoir de prolonger certains contrats ou de rester sur le devant de la scène pour des athlètes pour lesquels ça n'est pas le cas ou ça n'est plus le cas. Et puis pour ceux qui l'organisent, une espèce d'accélération de la spectacularisation, de la transgression. Excusez-moi pour cet enchaînement, mais c'est vraiment le sport-spectacle là qui se met en scène dans cette transgression-là. Et il y aurait aussi beaucoup à dire. On va y revenir sur ça, sur la dimension jeu du cirque, mais on va évoquer avec vous trois et avec Anna le modèle économique derrière ces jeux. Oui, parce que les Enhanced Games, ce n'est pas qu'une compétition, c'est aussi une start-up de 32 employés, cotée en bourse depuis début mai, et qui a vocation à être rentable, voire même très rentable. Alors déjà, les deux fondateurs, l'Australien Aaron De Souza et l'Allemand Christian Angermayer, tous les deux entrepreneurs dans la tech, se sont entourés d'investisseurs solides. Le libertarien Peter Thiel, cofondateur de PayPal, mais aussi prophète du transhumanisme qui aspire à l'immortalité. Et puis de l'autre côté, Donald Trump Jr., le fils du père. De quoi donc sécuriser le capital de la société à coût de millions de dollars. Et quand on leur demande s'ils comptent faire du business sur le dos du sport et des athlètes, aucune hésitation, c'est un grand oui. La compétition doit devenir la vitrine des produits dopants qui seront ensuite vendus directement par la société au grand public. On peut d'ailleurs déjà s'en procurer, regardez, sur la plateforme en ligne Enhanced, de la testostérone à partir de $169 par mois ou de la sermoréline à s'injecter pour mieux dormir et mieux récupérer. $189 par mois dans ce cas, des produits qui sont soumis à une prescription médicale délivrée par les médecins de la plateforme. Alors cette année, Enhanced prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de $57 millions. L'année prochaine, $175 millions. Et en attendant, la valeur boursière de la start-up est déjà estimée, elle, à plus de $2 milliards. Pierre Rondeau, pas de doute, c'est du business, mais c'est le cas quand même dans pas mal de compétitions sportives. C'est le cas dans pas mal de compétitions sportives, mais aussi ce que révèle cette compétition, c'est finalement l'affirmation, la confirmation du dictat de l'idéologie néolibérale, néoclassique, capitaliste, si je puis dire. On est sur l'émergence de l'individualisme, on est sur l'émergence du chacun pour soi, on est sur l'émergence de la responsabilité individuelle. Vous êtes ce que vous êtes parce que vous l'avez voulu. Vous avez un capital humain, c'est votre corps, et vous le forgez comme un diamant. Ceux qui sont gros, c'est de leur faute. Ceux qui sont musclés, c'est grâce à eux. Ceux qui sont, je pourrais aller plus loin, ceux qui sont au chômage, c'est de leur faute, ils n'ont pas traversé la route. Et ceux qui sont riches et qui ont un emploi ont fait l'effort de réussir, ont investi leur corps, ont payé des médicaments, sont allés en salle de sport, en salle de musculation, et se sont dopés pour s'améliorer, donc pour réussir. On est vraiment sur l'affirmation
de cette idéologie néolibérale néoclassique, de la responsabilité individuelle, et il surfe là-dessus, et aujourd'hui on est vraiment sur l'idée du transhumanisme et de Peter Thiel avec la tech et toute cette émergence de ces libertariens, dans l'idée que chacun est maître de son destin, et si vous réussissez, c'est grâce à vous, et c'est pas la faute des autres. Et pas de limite à la liberté individuelle, aucune limite, Isabelle Queval. Ça, c'est l'idéologie libertarienne aussi, oui, bien sûr. Oui, sans doute, mais je crois utile peut-être de rappeler quand même ce qu'est le sport. Le sport, c'est pas un absolu, c'est une activité humaine. Elle a été créée, elle a une histoire. Au début du 19e siècle, quelque chose s'est créé, alors qu'on peut aujourd'hui reprendre, contester, critiquer, dépasser. Mais ça reste une activité humaine, donc elle repose sur des conventions. Or, cette activité humaine qui s'appelle sport repose notamment sur une convention qui est ce qu'on appelle les règles du jeu. Bon. Dans ces règles du jeu-là, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie, on n'en doute pas. Et par ailleurs, il y a ce qu'on appelle aussi traditionnellement des valeurs, sans savoir exactement ce que c'est, mais ces valeurs ne sont pas non plus elles-mêmes un absolu. Ce sont des valeurs qui sont humaines, donc à réinventer en fonction des contextes. Donc il n'y a pas un absolu du sport qui se promène et qui véhicule de lui-même des limites. Il y a en réalité une activité humaine qui s'est forgée sur ce qu'on appelle des règles du jeu. L'interdiction du dopage repose sur deux axes qu'on peut aussi contester. Le premier, c'est celui de la préservation de la santé des athlètes, mais d'aucuns diront que dans le sport de haut niveau, et c'est avéré, il y a déjà beaucoup de risques, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de dangers quand un cycliste descend un col à 90 km/h, c'est extrêmement dangereux. Il y a beaucoup de dégâts faits sur la jeunesse, sur la précocité, sur les enfants. Il y a des statistiques terribles pour l'obtention d'une médaille sur les athlètes blessés par ailleurs. Donc il y a ce premier point-là. Mais la deuxième hypocrisie concerne évidemment la question du dopage, puisque la question du dopage n'est pas réglée de la même manière selon les fédérations, selon les pays, selon les époques. On sait très bien qu'un certain nombre de sportifs, sans doute, passent au travers de ces règles antidopage et se dopent, on va dire, mettant aussi la suspicion sur tous les autres. Alors oui, voilà. au point que l'interdiction des produits dopants est parfois contestée. Écoutez par exemple les arguments un peu provocateurs peut-être de cet autre philosophe, Jean-Noël Missa, qui est professeur à Bruxelles, qui a beaucoup travaillé sur cette question. Le dopage n'est pas nécessairement dangereux pour la santé. Prendre de l'EPO, si on se limite à augmenter l'hématocrite à 50%, ce n'est pas nécessairement dangereux. Et je pense que le risque lié à la pratique de certaines disciplines sportives, même des disciplines comme le cyclisme, c'est extrêmement dangereux. Je pense que participer au Tour de France est plus dangereux que prendre de l'EPO sous contrôle médical. Ayodele Ikwessan, après tout, voilà, pourquoi pas un dopage encadré plutôt que sauvage. Voilà ça n'existe pas, le dopage encadré. Le principe du dopage, c'est de tricher, et c'est de tricher pour aller plus loin, pour gagner le plus de médailles, pour être plus connu, plus visible, et donc avoir de meilleurs contrats. Et donc, ça n'existe pas, le dopage encadré. Et vous-même, vous en avez proposé, pardon, des alors, moi, produits, ou est-ce que vous avez... Mais du coup, ce que j'essaye de dire aussi, c'est que le dopage, c'est un espèce de chemin un peu lent dans lequel on peut tomber en fonction aussi de son entourage, en fonction aussi des principes que l'on peut avoir. Parce que généralement, quand vous commencez à faire du sport, on vous propose pas tout de suite de vous doper. C'est-à-dire que vous allez aller au bout de votre entraînement, de votre organisation, des performances que vous allez réaliser, et puis vous allez vous retrouver face à plusieurs choix. Soit vous pouvez encore progresser, et donc ça vous permet d'aller chercher des médailles, d'être reconnu et d'être valorisé par rapport à ça, ou soit vous vous retrouvez finalement dans une situation où vous faites plus de performance, et donc soit vous continuez, soit vous arrêtez. Donc il y a vraiment ce sujet. Après, dans le sujet de fond, il y a aussi le débat sur l'égalité et l'équité du sport. Souvent, ce qu'on entend, c'est ce n'est pas juste que certains athlètes aient plus de capacités que d'autres, et c'est vraiment un sujet qu'on retrouve beaucoup dans le milieu du sport, mais qu'on ne retrouve pas finalement dans d'autres milieux où on ne va pas s'interroger, qu'on ait des gens qui soient hyper cultivés, très très savants, bien plus que d'autres, et on ne cherche pas à pousser le cerveau à pouvoir assimiler beaucoup de choses. Donc il y a vraiment ce sujet-là aussi de faire en sorte de banaliser la performance à travers ces championnats, et de dire qu'on va remettre tout le monde sur un pied d'égalité en prenant des produits. Mais des compétitions sans dopage, c'est une utopie ?
à votre avis? Moi, je pense que la triche, malheureusement, le dopage a toujours un temps d'avance sur le sport. Mais comme ça a été dit, on n'a pas de visibilité sur les conséquences à court et moyen long terme. Donc, pour préserver sa santé, le mieux quand même, c'est de ne pas se doper. Et Pierre Arnaud, en même temps, on a l'impression d'avoir accepté cette ère de suspicion généralisée. Voilà, Pogacar, 4 fois vainqueur du Tour de France, n'a jamais été contrôlé positif, mais à chaque fois on se dit il est dopé. Voilà ce qu'on entend. Et là on se dit voilà, après tout, des jeux qui ne sont pas hypocrites, qui disent on fait les choses et on le dit. Et en même temps, alors là c'est vrai pour ces jeux-là, mais pour les compétitions officielles où officiellement le dopage est interdit, on a beau avoir cette suspicion et ce sentiment de triche, ou en tout cas cette peur de la triche. On regarde pour autant. Et on regarde pour autant des compétitions, je pense au football ou au rugby, où on aime regarder toutes les semaines des matchs de très haute intensité. On aime regarder une Coupe du Monde qui va passer à 48 nations l'été prochain. On aime regarder la Ligue des Champions, suivi du championnat, suivi d'une Coupe du Monde, suivi d'une Coupe du Monde des clubs. Et en permanence, on va demander aux athlètes de nous présenter des exploits énormissimes, surpassants. Et on va les regarder. Et derrière nous, on sera les premiers à être devant notre téléviseur pour regarder la finale du 100 mètres. Et on était tout cela pour regarder le record du monde. Vous pointez une forme de responsabilité. Ce que je veux dire, c'est qu'on a cette suspicion de dopage. On va critiquer Pogacar en disant qu'il est dopé, et pourtant on va l'admirer. Donc ce que font les Enhanced Games, c'est de dire nous, on assume. Alors, c'est peut-être très hypocrite, mais au moins, c'est assumé. Isabelle Queval, un autre économiste que votre voisin disait on entre dans une économie de la modification humaine. Quelque chose d'inéluctable là-dedans ? C'est effectivement une économie de la modification. Oui. C'est effectivement la voie du transhumanisme. Avec des questions anthropologiques. Absolument. Des questions sur ce qu'est le corps, sur ce qu'est le corps sportif. Bon, on parle beaucoup d'humain augmenté, mais qu'est-ce que c'est qu'une augmentation ? En réalité, dès lors que on a un engin technique, et le sport repose là-dessus, c'est-à-dire sur l'histoire des améliorations techniques, sur l'histoire des matériels, des matériaux, des techniques, etc. Dès lors qu'on est dans cet usage de la technique pour produire une performance, on est déjà, du point de vue définitionnel, dans ce qu'on appelle l'homme augmenté. Là, on parle d'une augmentation qui peut reposer, par exemple, aussi sur des prothèses. Voilà, quand les athlètes avec prothèses dépasseront par leur performance les records des valides, il y a une question qui va télescoper, on va dire, le monde du sport, à savoir dans quelle catégorie et comment gérer ces fameuses catégories du 19e qui, pour l'instant, K1, K, finalement, arrivent à permettre l'organisation des compétitions, mais qui sont quand même bancales, parce que là, on voit bien que hommes, femmes, valides, handicapés, ça tangue du point de vue de la pertinence. On pense évidemment, quand vous dites ça, à quelqu'un, un sportif, il s'appelle toujours Oscar Pistorius, et vous évoquiez l'équité, et bien justement, le dopage interroge l'équité entre les athlètes, mais pas seulement le dopage. Regardez cette archive qui remonte à 2007, athlète sud-africain, donc Oscar Pistorius, handicapé de naissance et qui avait des prothèses extravagantes. Sa raison de vivre, c'est le sprint. Amputé des 2 jambes, Oscar Pistorius court vite, très vite. Ce Sud-Africain âgé de 20 ans est né sans tibia ni péroné. Ses prothèses en carbone ont été spécialement conçues pour lui et le propulsent au plus haut niveau. Ce week-end, il va courir pour la première fois chez les valides avec les meilleurs du monde. Problème, la Fédération internationale d'athlétisme s'interroge et veut savoir si ces 2 prothèses transforment son handicap en atout. Si un jour, avec une prothèse, on va plus vite que sans avoir de prothèse, forcément ça posera problème au sens réglementaire, même si d'un point de vue déontologique, on pourrait se dire qu'il faut laisser courir. Ce week-end, en Angleterre, la Fédération internationale d'athlétisme va être particulièrement attentive aux performances du Sud-Africain. Ayodele Kwesang, plus globalement, comment on fait pour protéger aujourd'hui l'équité ? Est-ce qu'on interdit ce genre de prothèses pour les personnes valides, par exemple, pour les sportifs valides ? Est-ce qu'on interdit aussi tous les produits dopants ? On les supprime du marché, c'est ça ou pas l'avenir ? Je ne pense pas qu'on puisse supprimer les produits dopants. Concrètement, les produits dopants, c'est aussi des médicaments qui sont détournés de leurs usages. Donc en fait, on ne va pas interdire les médicaments parce qu'on craint que certains vont les utiliser pour d'autres objectifs. Et ces technologies-là ? Je pense qu'après, on les encadre. Ce qui a été dit aussi par rapport à ces Enhanced Games, c'est comment est-ce qu'on valorise aussi les performances qui sont moins extraordinaires, comment est-ce qu'on accompagne aussi mieux les sportifs. Il y a aussi ce sujet-là, c'est-à-dire qu'effectivement, sur la surenchère de la compétition des performances amène finalement à se poser la question de pourquoi est-ce qu'un tel athlète n'irait pas participer à ces Enhanced Games. Mais si demain, on imagine qu'on est aussi dans un milieu où on valorise aussi les sportifs parce qu'ils sont engagés ou parce qu'ils partagent leur passion à d'autres, peut-être que vous allez avoir moins aussi
aussi cette bascule et moins ce recours aussi à du dopage. Pierre Rondeau, en même temps, le slogan des Jeux Olympiques, c'est plus vite, plus haut, plus fort. Alors est-ce que là, il n'y a pas déjà quelque chose qui nous incite à faire toujours plus et à maximiser la performance? On aurait pu conserver la devise de Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. On a préféré partir sur plus vite, plus haut, plus fort. Mais il est vieux le slogan. Hein. Il est vieux, mais slogan, bien sûr. Mais entre plus vite, oui. plus haut, plus fort et l'important c'est de participer, c'est sûr que sur la mise en avant de la performance, on n'est pas sur la participation et le mérite, mais sur l'exploit et le spectacle. Sur le plan individuel, quasiment. Et sur le plan individuel, bien sûr. Donc, je le répète, on est encore une fois sur ce paradoxe. Nous, côté public, les athlètes, évidemment, doivent se poser la question et se poseront la question. Mais nous aussi, du côté du public, à savoir, est-ce qu'on veut ce sport? Est-ce qu'on veut voir des gens capables de courir le 100 mètres en 9,58? Est-ce qu'on veut voir tous les 2 jours des matchs de football, des matchs de tennis à très haute intensité? Ou alors on va accepter à ce qu'il y ait des pauses? Et il faudrait que le public accepte qu'il y ait des pauses et des matchs moins importants. Votre point de vue de philosophe sur notre responsabilité en tant que public assoiffé de performances et de records? À mon avis, il y a 2 questions qui sont de niveau moral différents. La première, c'est qu'est-ce qu'on appelle le sport? Voilà, tout simplement, puisqu'on a dit que c'était une activité historiquement située, humaine, etc. Le catch n'est pas du sport, le cirque non plus, la danse classique non plus, la préparation des concours des grandes écoles non plus, et pourtant, voilà, dans ces univers-là, comme dans le showbiz, on peut se doper. Ouais. Le sport est une activité concurrentielle réglementée qui a sa propre histoire et ses propres fonctionnements. Ça n'empêche pas, effectivement, le catch d'exister, par exemple. Et sur notre responsabilité, à nous, public? Sur notre responsabilité, la deuxième question que je proposerais, c'est êtes-vous prêt à encourager vos enfants à faire du sport dans un contexte où, finalement, l'issue de la compétition, c'est l'exosquelette, l'augmentation, voire la mutilation pour pouvoir bénéficier d'exosquelettes et le dopage chimique. C'est ça, au fond. Si le sport, on veut, encore une fois, on veut on va dire, lui préserver une quelconque valeur éducative, est-ce qu'on est prêt, avec ses propres enfants ou ceux de nos proches, à ce que, finalement, l'issue soit celle-ci? Voilà. Oui. Après, on peut dire chacun est libre de son corps. Mais la question, c'est que veut-on faire du sport? Et si un sport a encore une valeur éducative, veut-on que les enfants aillent dans cette direction-là? Oui, moi je voulais rebondir sur la responsabilité collective. En fait, cet aspect concurrentiel, plus vite, plus loin, plus fort, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans d'autres secteurs. Et c'est vrai que ce débat, on l'a beaucoup dans le sport. À savoir jusqu'où est-ce qu'on salue la performance, à quel moment ça devient critique et à quel moment c'est humainement soutenable. Mais quand vous passez un grand concours d'école d'ingénieurs, vous allez potentiellement vous doper pour réussir ce concours. Donc c'est aussi le sujet de la méritocratie tel qu'il est défini, on va dire, dans nos sociétés. Et comment est-ce qu'on valorise finalement aussi des échecs, entre guillemets, parce que c'est pas parce que vous allez rater un concours ou une compétition que la préparation, l'entraînement ne représente rien et ne vous a rien apporté. Et sur ces Enhanced Games, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, le dopage ne remplace pas ni le travail, ni la motivation, ni quoi que ce soit. Et donc, bien sûr que si vous prenez des produits, peut-être que vous allez aller un peu plus vite. Mais si vous êtes un homme et que vous courez en 11 secondes, il n'y a aucune chance que vous battiez le record du monde d'Usain Bolt, même avec tous les produits du monde. Merci, c'est QFD. Merci à tous les 3, c'était passionnant. Merci d'avoir accepté de débattre autour de ces jeux augmentés. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. Du nouveau, ce sera en 2028 pour les langues vivantes régionales au baccalauréat. Et on vous présentera Chantal et Bernard, des retraités boomers qui déclenchent toutes sortes de controverses sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, le mot vedette du jour, encyclique, nom latin, savant, de ces lettres papales adressées aux fidèles. La première de Léon XIV, le nouveau pape, Magnificat Humanitas, convoque notre intelligence naturelle. C'est entendu. L'encyclique rendue publique. Produire sa première encyclique. Le pape publiera sa première encyclique. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Encyclique, du grec ancien enkyklios, circulaire, désigne une lettre solennelle du pape adressée à tout ou partie des catholiques pour préciser la doctrine de l'Église à propos d'un sujet d'actualité brûlant. Lundi 25 mai, le pape a placé l'intelligence artificielle au cœur de Magnificat Humanitas, sa première encyclique. Dans le sillage de la retentissante encyclique de François sur l'écologie, le Chicagolais, chef de l'Église catholique romaine depuis 1 an, publie une feuille de route spirituelle qui avertit des dangers de l'IA. Usage militaire, ravages environnementaux, course aux terres rares, atrophie physique et intellectuelle de la jeunesse. Bref, un machin diabolique. Dans la hiérarchie des textes qu'un pape peut signer, l'encyclique est numéro 2, derrière la Constitution apostolique.
La version officielle d'une encyclique est en latin et son titre tiré de l'Incipit, sauf si elle s'adresse à un seul peuple. En 1937, Pie XI rédige l'encyclique Mit brennender Sorge, critique du nazisme en allemand à destination des Allemands. En 1740, Benoît XIV publie la première encyclique papale de l'histoire moderne, Ubi Primum, sur les devoirs des évêques. Celle de Léon XIV sur l'IA est la 300e et entre-temps, chaque pape s'est répandu en encyclique, plus ou moins lestement. Benoît XVI a fait carême avec 3 encycliques, mais Léon XIII a inondé son pontificat de 86 publications. Le même Léon XIII est l'auteur de Rerum Novarum, l'encyclique qui, 135 ans jour pour jour avant Magnificat Humanitas, alertait les chrétiens sur l'inhumanité des conditions de travail en pleine révolution, non pas numérique mais industrielle. Léon XIV sera-t-il un pape social? Son pontificat aussi fécond en encyclique? Sera-t-il un pontifex prolix? Un prolifex? Merci, cher Timodolte. Retour à vos chroniques. Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Vous avez eu le bac mention très bien Non, pas très en bien. histoire? Non, Assez pas très bien. bien. Ah, il répond en plus. Xavier, une épreuve de spécialité du baccalauréat pourrait être passée en langue régionale. Ce sera à partir de juin 2028. Une annonce qui a été faite par Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale. Et on se concentre sur votre petit pote. Ah oui, Napoléon. Napoléon qui, en 1806, en tant qu'empereur des Français, lance la première grande enquête linguistique en France. Alors c'est une enquête qui dure longtemps, 6 ans. 6 ans, ça s'arrête en 1812, à un moment où la France est beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. C'est la France des 130 départements qui va de Hambourg à Rome. Oui, Rome, c'est une préfecture de département français. Et cette enquête est confiée à Charles-Étienne Coquebert de Montbray. Cet homme-là est directeur de la statistique au ministère de l'Intérieur. Et il a l'intelligence de constituer tout un réseau de correspondants. Alors, les préfets, les sous-préfets, c'est assez facile, il est au ministère de l'Intérieur, mais aussi des curés, des gens de bonne volonté, à qui il demande... Qu'est-ce qu'on parle là dans votre bled chez vous? Et puis là les réponses, et il constitue toute cette collection de données. Parce qu'à l'époque, tout le monde ne parle pas français ou französisch, comme on dit sur Arte. Non, on en est loin. La langue maternelle la plus répandue, c'est rarement, mais très très loin de ça, le français. C'est-à-dire qu'on apprend le français ensuite, et donc les gens deviennent bilingues. Vous ajoutez à ça tous les patois, tous les dialectes, et puis même, vous avez un nombre considérable de personnes qui passent leur existence entière sans parler le français. Mais tenez, le cas de Napoléon Buonaparte, lui, qu'est-ce qu'il parle? Il parle corse, et encore un corse matiné de génois. D'ailleurs, quand il est envoyé en France par son père, qui va au collège d'Autun, donc en Bourgogne, il lui faut 4 mois quand même de remise à niveau pour bien parler français. Ah oui, c'est compliqué le français. Et vous savez, quand il devient empereur, Napoléon a cette volonté de maîtriser tout, et les langues notamment, cumuler l'information pour mieux contrôler la population. Et cette enquête montre que on est à un peu moins de 30 millions de personnes à ce moment-là, que la majorité des gens parlent d'autres langues. Vous avez de l'allemand, de l'italien, vous avez du basque, du breton, du corse, évidemment. Vous ajoutez à tout cela les patois et les dialectes. Et ce qu'apporte en fait cette enquête, c'est un document absolument exceptionnel. C'est une carte linguistique de la France qui est quelque chose d'extrêmement innovant et qui nous montre que notre pays est une mosaïque linguistique. Le français qui s'impose comme langue unique, c'est la fin du 19e siècle, les lois Ferry, l'école obligatoire. Regardez à l'échelle très longue de l'histoire de France ou du territoire qui est aujourd'hui la France, en fait c'est infime. C'est-à-dire dans notre longue histoire, on a parlé plusieurs langues. La monolangue, c'est tout petit. Pour vous dire autrement, par le passé, si vous ne parliez qu'une seule langue, vous étiez l'idiome du village. Ah, excellent, subtil, Mauduit. Mention excellent, pardonnez-moi. Bon, Marie, vous nous présentez 2 boomers, des French boomers, Chantal et Bernard, Dinana, non pas Dinana, parce que couple de retraités fictifs qui enflamment les réseaux sociaux. Ouais, dans la langue des internets, c'est ce qu'on appelle un troll, un contenu. Parodique qui utilise un second degré assez subtil pour que certains et certaines tombent dans le panneau. Ça se passe sur les réseaux sociaux X. Chantal et Bernard se présentent comme des jeunes retraités entre Arcachon et Paris. Leur mantra, la vie est belle, on a bien mérité. Il est beaucoup question d'immobilier dans les publications du couple, qui sont illustrées de photos faites avec de l'intelligence artificielle parce qu'ils n'existent pas. Ils ont passé donc soi-disant une carrière entière à la Poste et à l'Éducation nationale.
Ils possèdent, parce qu'ils ont fait des bons placements, une villa à Arcachon et plusieurs appartements à la capitale. Bernard se plaint d'ailleurs de l'encadrement des loyers à Paris, qui l'oblige à baisser le studio rue Mouffetard. En mai 68, écrit-il, on criait « il est interdit d'interdire ». Aujourd'hui, on nous interdit de fixer nos loyers. La révolution n'en a servi à rien, conclut ce pauvre propriétaire plein. Il se plaint aussi de devoir nettoyer sa piscine, celle d'Arcachon. Ben ouais, elle est verte à chaque printemps quand il réouvre la maison. On parle de résidence secondaire comme si c'était un luxe. C'est surtout une seconde charge mentale, soupire-t-il, apparemment épuisé, se comparant aux générations d'après, qui n'ont, d'après Bernard, plus aucune notion de l'effort, qui sont mal organisées, qui sont des assistés, comme par exemple leur fille, leur propre fille, Stéphanie, qui a supplié ses parents de garder les petits en urgence parce que la crèche est fermée, elle a un rendez-vous boulot important. Réponse de Chantal et Bernard, désolé, on a bridge, on ne peut pas. Une nounou à 18 € de l'heure, c'est pas la mer à boire, Stéphanie. Alors oui, c'est drôle quand on sait que c'est parodique et qu'en vrai, on connaît quelques seniors qu'on trouve un peu égoïstes. C'est un petit peu drôle aussi, je l'avoue, de lire les réactions sur les réseaux de celles et ceux de tous bords politiques, d'ailleurs, qui se font piéger par Chantal et Bernard. Cyrine n'existe pas. Mais non, mais si on lit vite, on y croit. Cyrine écrit « Je n'en peux plus de ces Chibani déconnectés de la réalité actuelle ». Chibani, ça veut dire vieux, cheveux blancs en arabe. Et c'est exactement d'ailleurs ce que cherche l'auteur anonyme qui se cache derrière Chantal et Bernard. C'est un trentenaire, on ne connaît pas son nom, il a bien voulu répondre aux questions du journal Le Monde. Et lui, il explique que la fracture entre les générations, c'est la grande recomposition sociologique de notre époque. Plus que le clivage droite-gauche, plus que les questions identitaires, d'après lui. Et c'est pour ça qu'il a choisi de faire, d'ailleurs, de Chantal et Bernard, des retraités de la fonction publique. Pour lui, ça interdit de lire cette histoire en termes de lutte des classes. Ce ne sont pas des privilégiés au sens habituel du terme, ce sont des classes moyennes ordinaires qui sont devenues structurellement privilégiées par un effet de génération. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est que le sujet il soit abordé frontalement dans les médias et au Parlement, carrément. Le jour où on en parlera vraiment, Bernard et Chantal pourront retourner à leur villa et moi, j'éteindrai mon téléphone. Promet cet auteur, finalement, beaucoup plus sérieux que ses héros. Ben absolument, mais un sage, hein, un vieux. Merci Marie, merci à tous. On se retrouve demain ici à la même heure, 20h05. Tchuss.